Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, Villerrail et Transport, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour cette conférence annuelle sur le thème des métros automatiques. Un rendez-vous désormais bien établi depuis déjà quelques années et merci à vous aussi d'y être aussi fidèles. Alors, si les métros automatiques font appel à des technologies comme les CBTC, qui sont aujourd'hui parfaitement maîtrisées et pratiquement standardisées, il reste toujours des perspectives à l'échelle du système entier pour encore pouvoir les optimiser. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Quelle marge de progrès subsiste pour accroître leur disponibilité? Peut-on encore améliorer leur performance en termes d'intervalle et de débit des lignes? Comment rendre ces réseaux plus sobres dans leur consommation d'électricité en modulant automatiquement la composition des trains au cours de la journée ou en généralisant le cadencement énergétique? Quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans l'adaptation en temps réel du plan de transport, dans la gestion des situations perturbées, dans celle des modes dégradés et dans le pilotage de la maintenance? Comment réduire les équipements au sol, progresser dans le hardwareless ou réaliser le cloud-based signaling? Est-il envisageable de tangenter la vulnérabilité zéro en matière de cybersécurité? Comment réduire les délais et l'impact sur l'exploitation dans les opérations de migration? Et surtout, quelle place donner à l'humain dans toutes ces réalisations pour accompagner de manière inclusive tous les voyageurs? Alors, pour répondre à ces questions et à d'autres aussi certainement, nous avons réuni ici ce soir 2 ingénieries, 2 constructeurs et 2 opérateurs. En d'autres termes, 6 experts qui sont les acteurs mondiaux actuellement du métro automatique. Patrick Violet, directeur opérationnel de la maîtrise d'œuvre des systèmes des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express chez Aegis. Albin Rodeau, directeur de projet intégration système et maîtrise d'œuvre matériel roulant et automatisme de conduite pour le Grand Paris Express chez Systra France. François Détribois, président de Hitachi Rail Systems pour la France. Jean-Christophe Le Breton, directeur technique de Siemens Mobility pour la France également. Et Louis Villiers, directeur général Aura Ligne 15 chez RATP Dev. Aura est le consortium international retenu pour l'exploitation de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui sera donc la toute prochaine ligne mise en service, on en reparlera tout à l'heure, et dont l'acronyme est formé par les 3 lettres représentatives de ces 3 composantes, le O de Comfort Delgro, le R de RATP Dev et le A de Alstom. Comment est-ce possible? Je suis vraiment désolé, j'ai perdu le fil. Bien sûr, Jean-Christophe Le Breton. Non, pardon. Christophe Sanguina, voilà, exactement, donc qui est le directeur technique, qui est le directeur du centre d'excellence métro et tram chez Keolis. Pardonnez-moi. Vraiment désolé. Hein. Donc, sur beaucoup de métros automatiques, l'opérateur arrive vers la fin du projet, ce qui n'est pas sans créer parfois de sérieuses difficultés. Louis Villiers, vous militez pour que le savoir-faire de l'opérateur soit intégré très en amont dans la conception. Expliquez-nous en quoi c'est aussi important. Alors bonjour à... Je ne sais pas si le micro fonctionne. Allô? Oui.
Ça y est. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je représente autour de cette table le groupe RATP et plus spécialement RATP Dev. Juste quelques mots RATP Dev, moins connu en région parisienne. Donc RATP Dev, c'est, je dirais, une société de développement qui fait de l'exploitation et de la maintenance en dehors de l'Île-de-France, en France et à l'international, et qui exploite aujourd'hui dans 15 pays. Et qui exploitera à terme, quand on aura mis en service tous les projets qui sont en cours, 13 lignes de métro auto. Et donc effectivement, nous on a une conviction, en tout cas, sur l'organisation qui doit être déployée pour réaliser un projet de métro automatique, c'est que l'exploitant soit mêlé au cœur du projet, et ça dès le démarrage de la conception. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement que on a, je dirais, l'habitude de faire à la maison mère à Paris, à l'EPIC, puisqu'on est une entreprise intégrée, donc une entreprise qui a cette compétence de maîtrise d'ouvrage, de conception, d'exploitation et de maintenance. Et puis, c'est quelque chose avec RATP Dev qu'on essaye de vendre, de déployer, en tout cas de convaincre sur les bienfaits de cette solution à l'international. Donc, aujourd'hui, on le met en place, par exemple, à Sydney, dans un contexte contractuel de PPP où on a remporté la réalisation, la fourniture des systèmes et l'exploitation-maintenance de Metro Sydney Airport. Donc à Sydney, future ligne qui va relier le centre-ville au futur aéroport. Et donc, et on a la chance aussi de travailler dans un contexte où le client, là-bas, défend cette solution et souhaite justement que l'exploitant joue un rôle très central dans la conception dès le démarrage. C'est quelque chose qu'on vend aussi en Serbie, dans la ville de Belgrade, où on est en contrat d'assistance technique auprès de la ville, qui est en train de construire from scratch, je dirais, un réseau de métro automatique. Et finalement, quels sont les apports de cette solution? Alors je dirais, il y a beaucoup de choses, je pourrais m'étendre, mais j'en reprends un qui, à mon avis, est un sujet, alors je rentre un peu dans le dur tout de suite, hein, désolé, dès le démarrage de cette conférence, c'est la gestion des modes dégradés. Je dirais, qui, de mieux que l'exploitant, peut, je dirais, dès le début de la conception, intégrer les bonnes fonctions qui permettent de gérer au mieux les modes dégradés d'une ligne de métro automatique. Et on sait que c'est un des éléments cruciaux de gestion d'une ligne de métro automatique. Voilà. Donc on a développé par exemple une fonction qui fonctionne sur toutes nos lignes de métro automatique à Paris, qui a un nom un peu barbare qui s'appelle le Kiscopo, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est une fonction qui permet de gérer les problèmes de porte-train. Et quand on a un problème de porte-train, il n'y a plus forcément besoin de conduire le train, mais en fait, par le simple actionnement d'un bouton, qui est donc accessible à n'importe quel agent, on peut déplacer le train en automatique et sortir le train de la circulation et donc résoudre très rapidement cet incident. Alors justement, Patrick Violet, vous assurez la maîtrise d'œuvre des systèmes des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express chez Aegis. Pour vous, il s'agit d'ailleurs d'un seul et même projet avec plusieurs échéances de mise en service. Quelle est votre mission dans ce projet? Sur quel sous-système l'exercez-vous? Et où en est-on actuellement de l'avancement des travaux? Oui, bonjour. Donc peut-être rapidement, Aegis, pour ceux qui connaissent moins, c'est une société d'ingénierie mondiale d'origine française. Qui travaille sur tout ce qui est infrastructure au sens très large, y compris tout ce qui est également bâtimentaire et gestion de l'eau. Vous connaissez peut-être, et les plus anciens ont peut-être connu une société qui s'appelait Semali ou une autre qui s'appelait Société du métro de Marseille. Donc ça a intégré le groupe Aegis, et donc cette expertise rail provient de ces deux sociétés qui ont bâti les métros à Lyon et à Marseille dans les années 70. Donc pour ce qui concerne notre contrat, donc nous sommes maîtres d'œuvre, en effet, comme disait Philippe Hérichet, sur les lignes 15, 16 et 17. Et à ce titre, nous sommes responsables de, je vais dire, l'ensemble des systèmes, sauf, c'est le plus simple, je pense, pour vous, parce que je ne serai pas exhaustif après, sauf le matériel roulant, les automatismes de conduite et la supervision. Donc ça comprend tout ce qui est voie ferrée, tout ce qui est caténaire, puisque c'est une caténaire rigide, et puis tout ce qui est porte-palière, facette de quai, tout ce qui est production de l'énergie et l'ensemble des courants faibles avec à l'intérieur, j'en parlerai plus tard, le réseau fibre optique multiservice, donc vraiment le backbone qui irrigue l'ensemble du système de transport. L'avancement, il y a eu une première belle étape, même si elle a été limitée pour nous, c'est quand même la mise en service de la 14, parce que
Dans la 14, il y a la station Saint-Denis-Pleyel, et Saint-Denis-Pleyel, c'est une station, vous devez le savoir, d'interconnexion avec les lignes 15, 16, 17. Et cette station, en fait, elle est construite dans le cadre du Grand Paris Express par la maîtrise d'œuvre Infrastructure Régis, et tous les systèmes dont je parlais, vidéo, sono, ont été fournis dans nos marchés systèmes que nous pilotons. Donc l'avancement, c'est aujourd'hui déjà, il y a 1 an, le premier roulage des trains, donc tous les sous-systèmes que nous pilotons qui permettent la voie ferrée, l'énergie de traction, qui permettent de faire rouler les trains. Et puis derrière, c'est depuis le mois de juillet, à nouveau reprise des roulages et la mise en service de la voie d'essai sur la zone de Champigny, avec début d'année prochaine, on va aller s'étendre sur les premiers tronçons de la ligne. Albin Rodeau, vous êtes en charge de la maîtrise d'œuvre sur le matériel roulant et les automatismes de conduite du Grand Paris Express pour Systra France. C'est un métro, comme l'on sait, hautement numérique, une étape vers le métro du futur. Quelles seront ces plus grandes innovations pour vous ? Alors, avant de vous parler du Grand Paris Express, je vais vous parler très rapidement de Systra. Donc Systra, qui est une entreprise d'ingénierie leader en transport public, donc c'est vraiment notre spécialité, qui intègre 11 000 collaborateurs au niveau mondial, dont 2 000 en France, donc avec une grande richesse d'expertise. Donc j'ai encore pu mesurer lors de la préparation de cette conférence. Voilà, donc je tiens à souligner qu'il y a vraiment une passion des équipes sur les domaines de transport public, et en particulier des métros automatiques. Donc concernant le Grand Paris Express, donc de mon côté, je suis directeur de projet depuis presque 4 ans maintenant sur le Grand Paris Express, projet vraiment passionnant, responsable des missions d'assistance à l'intégration des systèmes, maîtrise d'œuvre du matériel roulant, des automatismes de conduite sur les lignes 15, 16 et 17. Voilà. Donc le Grand Paris Express est clairement une étape vers le métro du futur. Déjà, qu'est-ce que le Grand Paris Express ? Je ne sais pas si ça vaut le coup de le présenter, mais ça reste quand même le plus gros projet de métro automatique d'Europe, 200 km de lignes de métro automatique, avec des enjeux d'exploitation qui sont assez forts, puisque nous avons par exemple des rames toutes les 2 à 3 minutes sur les lignes 15, 16 et 17, des vitesses d'exploitation qui sont assez élevées. À titre d'exemple, sur le réseau RATP, on est de l'ordre de 30 km/h en moyenne de vitesse d'exploitation, 40 km/h sur la ligne 14, 50 sur les lignes RER. On sera entre 55 et 65 km/h sur le Grand Paris Express. Il y a aussi quelques innovations particulières, en particulier sur le système CBTC. Donc ce sera un système CBTC qui est basé sur le produit de Siemens qui a été déployé sur la ligne 14, mais avec quelques particularités. En particulier, il n'y aura pas de signalisation d'espacement, il n'y aura pas de circuit de voie, la détection secondaire sera faite entièrement par compteur d'essieux, et puis des fonctions innovantes qui seront intégrées également, donc il y a vraiment des steps d'innovation. Sur le système de supervision, donc ça sera un système de supervision qui sera déployé par la société Hitachi, donc anciennement Thales, qui a la particularité d'être hautement centralisé. C'est une particularité qu'on voit de plus en plus au niveau international, j'y reviendrai un peu plus tard, avec une intégration de l'ensemble des fonctions de supervision qu'on voit de manière plutôt éclatée sur d'autres projets, mais sur ce projet, c'est complètement centralisé. Donc supervision du système de transport, avec le système qu'on appelle ATS, mais également supervision des gares, supervision sécurité incendie, supervision du contrôle-commande avec la police. Voilà, donc un PCC qui sera hautement numérique et centralisé, avec une connexion sur l'ensemble des sous-systèmes que compose le Grand Paris Express et que justement Patrick vous a énuméré juste avant. Voilà. Christophe Sanguina, Keolis est le premier opérateur de métro automatique dans le monde, et votre actualité, c'est d'avoir gagné les lignes 16, 17 et 18 du Grand Paris Express. Tout à fait, tout à fait. On est ravis, et puis je suis ravi d'avoir tous ces acteurs aussi autour du Grand Paris Express, autour de la table. En effet, on est ravis d'avoir pu obtenir les contrats sur l'exploitation de ces lignes 16, 17 et 18.
vraiment un contrat très important pour nous. Et puis on va pouvoir capitaliser là-dessus et vraiment mettre en service cette ligne. Et c'est 3 lignes sur 4 du Grand Paris Express. Donc on est ravis de ça. On a eu d'autres succès dans l'année. On a pu renouveler aussi un certain nombre de contrats. Donc c'était vraiment important pour nous de renouveler la confiance de nos agglomérations, nos PTA en anglais, sur Londres, sur le contrat d'ILR, et aussi à Lille, plus récemment, où on est reparti aussi avec des gros challenges technologiques très intéressants sur le réseau de Lille. Sur l'actualité chez Keolis, on exploite et on a toujours 12 réseaux qui sont soit en construction, soit en exploitation. J'avais envie de faire un petit focus sur un événement majeur qu'on a connu cette année. On parlait de situation de crise tout à l'heure. Nous, notre événement de l'année, ça a été un événement d'inondation assez exceptionnel à Dubaï, où on a dû gérer une situation de crise assez inédite, où on s'est retrouvé avec 200 mm d'eau dans toute la ville, un réseau de transport qui était le dernier à maintenir la circulation dans la ville, des stations, 4 stations qui ont été complètement inondées sous 2 mètres d'eau, qu'on a dû remettre en service. Et voilà, quand on parle de situation de crise et de gestion de crise, c'était vraiment un événement très important pour nous. On a dû remettre en service cette ligne de métro et ces lignes de métro à Dubaï, 90 km de métro automatique, extrêmement rapidement, 4 stations noyées sous l'eau, tout à reconstruire, tout à remettre en service rapidement. On a mobilisé plus de 200 personnes en une semaine pour faire ce travail-là. Une 50aine d'experts à travers le monde sont venus à Dubaï. Et voilà, c'est vraiment l'événement que je voulais mettre en avant parce que ça a été caractéristique pour nous de la solidarité entre nos réseaux et de notre capacité à réagir à des situations de crise comme on va être amené à en connaître de plus en plus avec les évolutions climatiques. Oui, c'est une bonne illustration finalement des problèmes que peuvent amener le changement climatique sur les métros automatiques. Alors l'actualité de 2024, c'est aussi l'acquisition de l'activité GTS de Thales, Ground Transportation Systems, par Hitachi Rail. François Détribois, est-ce à dire qu'avec ce rachat, Hitachi Rail devient le numéro 1 du rail control dans le monde ? Alors oui, mais on ne va pas le dire trop fort en fait. Effectivement, on est un acteur, on est devenu très important et significatif dans le rail control, donc tout ce qui est signalisation, système, supervision, la liste est longue. Et effectivement, cette acquisition apporte une vraie cohérence, à la fois d'un point de vue système, mais aussi d'un point de vue géographique. Et ça me permet effectivement de rappeler un petit peu Hitachi et Hitachi Rail aujourd'hui, parce que il y a eu quelques petits changements en France notamment. Et j'ai rencontré plusieurs clients et partenaires qui parfois étaient un petit peu perdus. Alors pour faire simple, le groupe Hitachi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 320 000 employés, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'une centaine de pays. Hitachi Rail aujourd'hui, contrairement au Hitachi Rail que vous connaissiez il y a encore un an quand j'étais là, Hitachi Rail aujourd'hui c'est 24 000 employés, 52 pays, on a déployé 26 000 km de signalisation grande ligne, si j'en viens sur la signalisation, et 4 600 km de signalisation urbaine. Ce qui fait que j'ai entendu quelques projets autour de moi qui me parlent. Et avec l'acquisition de GTS en France, avec plusieurs domaines, vous devez connaître les sites de Vélizy, avec donc la signalisation urbaine, Mainline, la partie ICS, donc tout ce qui est ATS, je me permets de simplifier, mais aussi Bretigny, avec la billettique. Là, on devient vraiment un acteur complet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que... il faut quand même préciser, au niveau français, vous avez vu qu'on a dû se séparer de la technologie grande ligne, la signalisation grande ligne française, qui a été cédée à Mermec, qui s'est rappelé depuis Compagnie des Signaux. Il y aura peut-être d'anciens collègues ici, on pourra en parler plus tard. Bon, ça s'est fait cet été, donc c'est assez récent. Et ce que je trouve vraiment important, c'est que suite à cette acquisition, on a commencé à travailler très vite sur l'intégration des synergies communes. On a une approche key account qu'on est en train de consolider vis-à-vis de clients importants, notamment en France, pas uniquement comme la RATP, la SNCF, la Société des grands projets. Donc voilà, le nouveau Hitachi Rail est vraiment très différent, beaucoup plus complet. Je veux juste quand même finir par rappeler que les 3 sites en Ile-de-France sont quand même 3 centres de R&D mondiaux. Donc ça ne se limite pas du tout à la France. Voilà, donc c'est un peu la nouvelle image d'Hitachi Rail
en France notamment. Alors, dans l'actualité des métros, il y a aussi une implication très forte de Siemens Mobility sur la recherche concernant la cybersécurité, au travers d'un programme pluriannuel de R&D faisant l'objet de subventions publiques. Jean-Christophe Le Breton, quel est votre rôle de concepteur et où en sommes-nous dans ce domaine actuellement? Bonsoir à tous. Alors, merci de nous accueillir ici. C'est ma première dans cette conférence. Vous êtes le bienvenu. Donc c'est mon baptême, on est plus là. Je vais essayer de ne pas faire trop de généralité, ni d'être trop technique. Je suis le directeur technique de Siemens Mobility, donc appétence technique. Donc on va essayer de faire du en même temps. Oui, donc concernant la cybersécurité, les enjeux sont multiples. La menace cyber géopolitique est croissante. La normalisation, les normes évoluent, on le voit dans nos contrats, les normes internationales, les normes françaises. La loi de programmation militaire s'applique sur les systèmes d'importance vitaux de la loi de 2016. L'IEC 62443 est également applicable à l'ensemble des systèmes d'automatisation. Donc à ce titre, Siemens a lancé un gros programme de R&D qu'on appelle le programme TRACY, comme Train Guard Cyberization, qui vise à traiter les 4 grands thèmes de la cybersécurité, qui sont le contrôle d'accès. Auparavant, la gestion des accès était relativement basique. Aujourd'hui, les contrôles d'accès au système, aux composants qui font partie du système doivent être maîtrisés et maintenus. La journalisation et la détection d'incidents cybersécurité. Il s'agit de faire en sorte que nos systèmes génèrent des journaux de cybersécurité, des journaux réseau qui permettent ensuite, via des outils dédiés, on parlera d'intelligence artificielle tout à l'heure, de détecter les incidents potentiels de cybersécurité, le durcissement du système, que ce soit le durcissement des interfaces, le durcissement des composants eux-mêmes, qui font partie des mesures qu'on doit prendre en compte pour réduire la couverture de risque. Et puis le dernier, c'est l'administration du système. On se doit, dans un contexte de cybersécurité, d'être en mesure de maintenir le système en conditions de sécurité, bien sûr, donc par le déploiement de pages de sécurité, maintien également en conditions opérationnelles. Si un système est corrompu ou fait l'objet d'une faille, l'objectif, c'est d'être capable de remettre la situation en ordre de marche le plus vite possible. Donc ces 4 thèmes, un programme de R&D sur plusieurs années, 3 ou 4 ans, plusieurs millions d'euros, et donc qui a fait l'objet d'une subvention publique par la Banque publique d'investissement, à hauteur de 4 millions d'euros. Donc on peut s'appeler Siemens et réussir, grâce à de la R&D française, à obtenir des subventions publiques. Patrick Violet, comment fournir à l'opérateur, avec des modes de visualisation user-friendly, les bonnes informations pour mieux exploiter et pour mieux maintenir? Et avec cet Internet du système de transport, finalement, c'est un peu le principe du réseau multiservice, comment vous gérez le risque par rapport à la cybersécurité? Tout à fait. Donc en fait, en préparant cette conférence, je me suis dit, le métro automatique 2.0, ça veut dire quoi? Donc je suis retourné voir sur Wikipédia, comme certains d'entre vous le font sûrement régulièrement. Et donc je me suis posé la question, c'est quoi, qu'est-ce qui est passé? Parce que ça fait déjà un certain nombre d'années. Ça veut dire quoi 2.0? Et 2.0, en fait, c'est comment on est passé d'un Internet pour des professionnels, pour des informaticiens, à un Internet qui est accessible à tous et qui est enrichi par tous. Et donc je me suis dit, en quoi ça s'applique finalement à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on a développé tous ensemble, Egis, mais pas que, tous mes confrères ici, vous dans la salle. C'est en fait comment on fait évoluer ce système de transport. Et en fait, dans notre conception, je me suis posé la question de ce qu'on avait fait, et en fait, on est tous en train d'avancer en se disant, il faut donner des outils qui sont plus user-friendly à l'opérateur. Je pense que mon collègue de la RATP tout à l'heure ne peut que conforter ce message. Et donc, on a fait évoluer l'ensemble des systèmes de supervision, mais on a aussi fait évoluer les systèmes qui sont sur le terrain. Et ça, c'est aussi l'évolution en cours sur laquelle il faut poursuivre. Aujourd'hui, on a des systèmes qu'on a jugés technologiques, et comme le CBTC, ça fait des années qu'on a une supervision très détaillée du CBTC. On a une imagerie très forte, mais aujourd'hui, tous
nos systèmes ont de plus en plus d'objets connectés, ont de plus en plus d'informatique, et on est en capacité de venir récupérer des informations qui seront utiles, indispensables à l'exploitant, au mainteneur, mais n'oublions pas aussi les usagers. L'usager, lui, il doit aussi avoir une expérience utilisateur, et la conception, elle se fait, Philippe Hérichet disait tout à l'heure, là on est sur les automatismes, mais aussi globalement sur le système de transport global, et c'est la conception, alors on va dire, des systèmes. Je suis le premier à en parler pour ce qui me concerne dans ma position aujourd'hui, mais c'est aussi une conception dès l'origine où on prend en compte aussi la conception des infrastructures du génie civil. Comment facilement je sais me diriger dans une station de métro, comment je vais comprendre quel chemin je vais prendre, comment je vais pouvoir acheter un ticket, comment je vais pouvoir payer sans me poser 15 000 questions et passer 10 minutes. Je peux avoir gagné 2 minutes sur le système de transport, sur les automatismes. Si j'en perds 10, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir prendre le métro, mais en fait, on n'a rien gagné. Donc ça, c'est important. Il faut qu'on se pose tous la question de, à chaque fois qu'on fait une conception, est-ce que je me pose les bonnes questions? Et cette question, c'est ça. Et donc si après, on arrive, je parlais tout à l'heure de toute l'informatique qui est arrivée dans tous nos systèmes, en effet, mon collègue de Siemens parlait de cybersécurité, on a de plus en plus de failles potentielles, plus en plus d'équipements informatiques sur lesquels on pourrait se connecter. Et donc aujourd'hui, il y a un gros travail que l'on mène sur le projet du Grand Paris Express de contrôler tous ces accès. Et aujourd'hui, le cœur de ce contrôle, c'est dans le réseau multiservice. Donc il y a un gros travail qui est fait par mes équipes, par les équipes aussi d'Atos sur comment je sécurise l'ensemble des datas qui sont transmises, qui transitent sur ce RMS et qui remontent en effet sur les postes de supervision, que ce soit l'ATS, le SCADA, mais aussi qui partent vers les agents de maintenance, qui potentiellement ont des failles d'accès aussi. François Destribois, parmi les quelques 800 filiales d'Hitachi, l'une d'elles a pour seule et unique activité la cybersécurité. J'imagine que c'est un atout pour vous. Alors, tout à fait. Je ne suis pas un expert en cybersécurité, donc veuillez m'excuser si je dis quelques horreurs. On en parlera après, vous me corrigerez. Mais je pense que ça illustre assez bien l'approche du groupe Hitachi. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Hitachi, Hitachi Rail. Et ce qui s'est passé assez récemment, sur les quelques dernières années, c'est qu'on a déjà des compétences en cybersécurité dans l'Hitachi Rail que vous connaissez déjà. On a aussi, j'ai envie de dire, récupéré d'autres compétences en cybersécurité grâce à l'acquisition de GTS. Mais c'est pas leur faire injure de dire que c'est pas forcément toujours suffisant et que ce qu'on développe en interne peut être amélioré par un autre interne. Donc effectivement, on a environ 800 filiales au sein du groupe Hitachi globalement. Il y a une de ces filiales qui s'appelait Hitachi System Security, qui a été renommée Hitachi Cyber, comme ça c'est plus clair, qui travaille depuis 1999 sur la cybersécurité dans tous les domaines, donc avec une panoplie un portfolio qui est absolument complet, IT, OT. Et ce qui est intéressant, depuis 1 ou 2 ans, on mène des travaux communs en fait, avec cette société-là, comme ils le font aussi avec d'autres filiales comme Hitachi Energy ou Hitachi Vantara. Et pour vous donner une idée, typiquement, ce qu'on peut faire ensemble, c'est définir une approche cybersécurité pour un projet de métro standard. Alors, dit comme ça, c'est quoi un projet de métro standard? Mais bon, il y a quand même quelques basiques. Je pense que la signalisation, le rolling stock. Donc, avec une approche très OT, qui sont en train de développer avec nous, avec notre expérience métier. Et eux, ils ont une expertise IT très très poussée. Donc ça veut dire qu'on est en train de définir un modèle qu'on va pouvoir appliquer de manière un peu standardisée à tout projet de métro. On a appelé ça Metro Rail Project. Je pense que c'est sur leur site, vous pouvez le voir. Et ça se fait vraiment de manière conjointe. Un autre exemple concret, parce que sinon ça pourrait être juste des intentions, mais c'est beaucoup plus concret que ça. Je pense, on en a parlé l'année dernière, on a développé une solution qu'on avait appelée 360 Pass, donc une solution de ticketing mobile. Et c'est là que je vais devoir prononcer. Et on leur a fait passer un test PCI DSS, ça vous dit quelque chose? Non? Raté. Bref. En gros, pour faire simple, c'est tout un processus qui permet de vérifier la sécurité des transactions.
vous savez quand même s'il n'y a rien de plus important, c'est bien la sécurité des transactions. Donc le test a été passé. Et justement, en amenant de la part du groupe cette expertise au sein d'Hitachi Rail. Voilà, et je trouvais que c'était une bonne illustration de la manière dont on fonctionne en fait. Alors, refermons le chapitre de la cybersécurité et j'aimerais que l'on revienne maintenant à cette prouesse technique sur la ligne 14, à savoir mener de front un prolongement de 15 km et dans le même temps le renouvellement de tous les systèmes de contrôle-commande et tout cela sans fermeture prolongée et surtout dans les délais pour les JO. Et en plus de tout cela, Louis Villiers, vous avez également changé le modèle organisationnel de la ligne pour qu'elle reste fiable malgré le million de voyageurs transportés. Et vous simplifiez notamment les modalités de déplacement manuel des rames pour que les agents des stations puissent également le faire si nécessaire. Vous pouvez nous raconter un petit peu tous ces changements qui ont préludé là, au succès de la 14 ? Alors, d'abord, moi, à titre personnel, je n'ai pas fait grand-chose, mais il y a une partie de l'équipe de la 14 qui est dans cette salle, donc je vais essayer d'être fidèle à ce grand défi qu'ils ont su relever. Merci de nous permettre de revenir sur ce projet, qui est effectivement un projet d'ampleur. Le métro 2.0, c'est effectivement pas que des métros neufs mis en service from scratch, c'est aussi des renouvellements, parce qu'en fait, le groupe RATP était pionnier dans l'ouverture des métros automatiques avec l'ouverture de la ligne 14 en 1998, premier métro gabarit lourd. On arrive à la durée de vie d'un système qui est d'environ une trentaine d'années et donc se poser la question, et donc on est aujourd'hui pionnier pour renouveler finalement le système d'un métro automatique. Donc on a réautomatisé une ligne automatique, c'est une première mondiale et félicitations à toute l'équipe qui ont conduit ça. Je dirais que ce projet, c'est un triple défi. D'abord, c'est un défi technique. Parce que, au-delà du renouvellement des systèmes complets, il a fallu faire le prolongement en même temps. Et c'est un prolongement, vous le rappeliez au départ, on a doublé la taille de la ligne, on est passé de 14 à 28 km. Et on a aussi, le groupe RATP a réussi à mettre en service et être au rendez-vous des JO-JOP. Vous savez que cette 14, elle était attendue, puisque desservant le Stade de France et Orly, pour emmener vers le centre de Paris, c'était évidemment un axe majeur, hyper important d'être au rendez-vous. Donc c'est d'ailleurs une réussite qu'on partage avec les industriels qui étaient partenaires. Donc Siemens qui est représent ici, on a un travail qui a été fait ensemble. C'est aussi, et ça c'est peut-être un peu moins connu, un défi organisationnel. Et ça, peut-être dans cette salle, vous en avez un peu moins conscience. Mais pour que la 14 reste toujours la 14, c'est comme dans le film Le Guépard, pour que tout change, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et donc le modèle organisationnel de la ligne 14 a énormément changé, s'est transformé au cours des 25 années de vie de la 14. Je reviens sur le rôle de l'agent de station. Au départ, il avait déjà un petit truc en plus par rapport aux autres lignes. Il avait la possibilité d'aller intervenir sur la façade de quai, condamner cette porte pour permettre au train de repartir en automatique. Et puis, la ligne augmentant de taille, il a fallu aller lui donner d'autres attributions, d'autres responsabilités pour pouvoir l'aider à être plus réactif sur la gestion des incidents. Dernièrement, on lui a donné l'accès à la voie pour pouvoir accompagner les incidents qui se passent sur la voie. On lui a donné le fameux Kiscopo, maintenant vous savez, je vous en ai parlé à la première intervention, pour pouvoir faire repartir les trains en automatique malgré un problème de porte, qui est quand même 50% des incidents à propos du train. Et puis prochainement, et ça aussi c'est aussi une innovation, on va lui donner la possibilité de déplacer les navettes, et ça va donner encore une ressource, une fiabilité, et c'est tout ça qui permet aussi à la 14 d'offrir le service qu'on lui connaît d'excellence. Et je dirais le dernier défi, c'est un défi, je dirais, vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis des voyageurs, parce que finalement, pour conduire cette transformation, c'est un projet qui s'est fait sur une dizaine d'années. Il y a eu 3000 chantiers tous les ans sur la 14. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3000 chantiers tous les ans. C'est juste énorme. C'est énorme de réussir à conduire tous ces chantiers. D'abord, alors, je vais s'en revenir avec peu d'interruptions, quelques interruptions sur la dernière ligne droite pour être au rendez-vous des JO, mais globalement, sur l'échelle des 10 ans, assez peu d'interruptions. Et puis surtout,
en réussissant à avoir un niveau de production qui est maintenu à 100% et pendant les travaux et après la mise en service, une fois qu'on appuie sur le bouton du nouveau système. Donc c'est vraiment un défi. Je reviens aussi sur ma marotte du début. Je pense que ce défi il a été réussi parce que l'exploitant était au cœur et que l'exploitant a su prendre les risques qu'il fallait au moment où il le fallait et convaincre quand il fallait les équipes projets pour conduire les choses de telle manière ou de telle manière. Et pour conclure, voilà, je bougerai un peu en France de dire que on fait un parallèle, c'est qu'on a l'honneur, le Citral à Lyon nous fait l'honneur de nous remettre l'exploitation, les clés de son réseau à partir du 1er janvier 2025. C'est un réseau qui est en profonde transformation aussi et qu'on est très fiers, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir l'accompagner dans ses projets de renouvellement à venir. Et 3000 chantiers, effectivement, sur la 14, c'est absolument énorme. Je pense que peu de gens ont conscience, finalement, de ce qu'il a fallu faire pour réussir cette prouesse. On va rester sur les problématiques d'exploitation. Christophe Sanguina, l'avenir est-il à l'adaptation des temps d'échange en temps réel au cadencement énergétique, voire à, comment dirais-je, la variation de la composition des rames, unités simples, unités multiples, en cours de service? Oui, très probablement. Et puis, d'abord, je souscris aussi à l'analyse qui est faite. Les changements qui sont en cours sont quand même complexes. On l'a vu aussi typiquement à Lyon, où on a fait ce passage d'un système GOA2 vers un système GOA4, plus avec un prolongement aussi à réaliser. Donc, en effet, c'est des projets complexes. Comme on était là autour avec tous les acteurs de l'ingénierie, des constructeurs, je me suis dit que c'était bientôt Noël. Donc on aurait pu faire une petite liste des optimisations pour se projeter dans une notion de métro 2.0. Et en effet, j'ai ressorti des sujets plutôt très intéressants pour les exploitants et qui sont, à mon avis, à remettre sur le devant de la scène pour le futur des métros automatiques. Je pense notamment, et on a tous conscience depuis quelques temps avec le coût de l'énergie et sa variabilité, sur le cadencement énergétique, le principe de faire plus de récupération d'énergie et de faire arriver une rame en station quand l'autre démarre pour qu'il y ait un maximum de récupération d'énergie. On a vu des économies significatives grâce à ça. Il y a des sujets très intéressants en termes de... toujours dans la notion d'économie, de coût, d'énergie, de maintenance, le fait de pouvoir exploiter des systèmes de métro automatiques avec des unités simples et des unités multiples, des unités simples en heure creuse et des unités multiples en heure de pointe, qui est vraiment intéressant d'un point de vue roulage et qui n'est pas toujours systématisé dans tous les designs aujourd'hui des métros automatiques, qu'on a poussé à Lyon d'ailleurs quand on avait démarré ce projet de l'automatisation de la ligne B. D'autres choses vraiment intéressantes pour un exploitant d'un point de vue technologique, l'entrée dans les ateliers en automatique directement, sans utilisation de conducteurs, qui est vraiment probablement un sujet clé aussi, qui est tout à fait gérable d'un point de vue procédure. La technologie nous le permet très probablement, et ce qui ferait gagner énormément de temps à l'exploitant et qui apporterait beaucoup de flexibilité dans l'exploitation des métros automatiques. Et lié à ça, il y a aussi l'insertion et le retrait automatisé des rames sur un réseau en cas de gestion de crise. Et peut-être plus compliqué, en effet, mais qui commence à voir arriver et à tester, c'est l'adaptation des temps d'échange en temps réel. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir accès au nombre de personnes sur les quais, à évaluer éventuellement les temps d'échange. On le fait avec des données historiques aujourd'hui et on adapte ces temps d'échange et donc ces temps d'arrêt en station pour favoriser un parcours le plus rapide possible pour les passagers. Ça, c'est aussi des choses qu'on a vraiment à cœur de pousser sur les métros automatiques, prochaine génération et métro 2.0 pour l'avenir. Alors, abordons maintenant la partie délicate de l'intégration système pour que toutes les briques puissent fonctionner ensemble, toutes les briques élémentaires. C'est un peu la valeur ajoutée de Systra. Et en quoi, Albin Rodeau, c'est la clé de la réussite ? Alors, c'est la clé de la réussite. En tant que société d'ingénierie, on souhaite concevoir un métro automatique de demain qui se veut plus proche des besoins des voyageurs, qui aide aussi un maximum l'exploitant à exploiter ces lignes.
Et on a la chance actuellement, c'est que de par la numérisation de l'ensemble des systèmes, on est en capacité d'imaginer des fonctions transverses qui permettent de combiner les actions de plusieurs systèmes pour offrir à l'exploitant et aux usagers des fonctions plus performantes, plus globales. Et donc, de ce point de vue-là, Systra a accumulé une expérience assez forte en intégration des systèmes, intégration qui est de plus en plus complexe de par la nature des systèmes et de par ses fonctions transverses. Donc, on accompagne beaucoup de clients sur cette notion d'intégration système, que ce soit donc en France, à Lyon, sur le Grand Paris Express, bien évidemment, à Toulouse, mais également à l'international, sur Dubaï, New York ou San Francisco. Et au regard de cette expérience accumulée, donc Systra a développé une méthodologie spécifique d'intégration système qu'on appelle CEF, System Engineering Framework, qui a pour objectif justement de mettre à place cette démarche et pour assurer qu'on maximise les besoins aux passagers et à l'exploitant. Et l'intégration de l'intelligence artificielle, Jean-Christophe Le Breton, comment l'envisagez-vous chez Siemens ? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas trop parler aujourd'hui de CBTC 2.0 ou d'automatisation 2.0 sans parler d'intelligence artificielle. Il y a un effet de mode, c'est sûr. Il y a beaucoup de promesses. Il y aura beaucoup de déceptions. Il y a des ambitions qui sont fortes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même être relativement mesuré sur les perspectives qu'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle. Cependant, aucun industriel, aucun opérateur ne peut faire comme si ça n'existait pas. Donc il faut forcément investir et se préoccuper des potentiels qui sont apportés par l'intelligence artificielle. Donc chez Siemens, on a 3 axes en fait, de réflexion autour de cette technologie. Donc le premier, c'est l'amélioration de la productivité de nos équipes. Grâce à l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence générative, on peut faire de la génération automatique de code, on peut faire de l'analyse de cahier des charges, on peut faire de l'analyse de traçabilité, on peut faire de la génération automatique de tests, on peut faire de la détection automatique, enfin, quand je dis on peut, c'est probablement on pourra, faire de la détection automatique d'incidents ou en tout cas de l'aide à la résolution d'incidents sur des systèmes complexes, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est la création de nouveaux services qui peuvent être rendus par l'intelligence artificielle. Donc avec l'intelligence artificielle, forcément, on parle de données. Sans la donnée, l'IA ne sert à rien. Donc il y a une question de fournir des plateformes. Donc Siemens a une plateforme qui s'appelle Religent X, qui est un concentrateur de données. Donc il faut avoir de la donnée. Et autour de ces données, fournir des services autour de la maintenance prédictive. Donc essayer d'anticiper le plus possible la dégradation de certains composants du système pour pouvoir ensuite aiguiller le mainteneur ou les opérateurs vers la résolution de ces incidents avant qu'ils ne surviennent. Donc la création de services autour de l'intelligence artificielle. Et le troisième volet, c'est sur l'intelligence, enfin des produits utilisant l'intelligence artificielle en embarqué. Alors là, je pense qu'on se projette un petit peu plus loin, puisque la démonstration de sécurité de solutions à base d'IA n'est pas forcément encore aboutie, mais on peut envisager de la détection d'obstacles. Donc c'est déjà fait, il y a pas mal d'initiatives en Allemagne, il y en a aussi en France, pour rendre de plus en plus autonomes les trains. Donc la détection d'obstacles est quelque chose qui est permis par le traitement d'image et de l'analyse d'image. On peut également aussi imaginer de pouvoir acheminer des trains de travaux sans forcément avoir équipé l'ensemble de la ligne en CBTC, mais en utilisant du LIDAR, de l'IA, du traitement d'image, de la détection automatique de signaux pour pouvoir acheminer les trains de travaux en dépôt avec un niveau de sécurité qui serait peut-être moindre puisqu'il n'y aurait pas de passagers. Voilà, quelques exemples. Et alors, à Innotrans, en septembre dernier, sur le stand d'Hitachi, François Détribois, vous présentiez un nouveau produit qui s'appelle HMax et qui met en quelque sorte le digital au service de l'exploitation et de la maintenance. De quoi s'agit-il exactement ? Alors tout à fait. Alors déjà pour préciser le H de HMax, c'est pas Hitachi. En fait, c'est Hyper Mobility Asset Expert. Voilà. Bon, bref, on va dire HMax, c'est plus simple. Effectivement, c'est une plateforme qu'on a lancée très officiellement à Innotrans cette année. Je pense que plusieurs d'entre vous n'ont pas pu rater le stand. Et puis
il y a eu pas mal de présentations faites notamment par notre CEO sur ce produit-là. Alors, quand je dis produit, c'est plutôt une plateforme. D'ailleurs, je vais faire écho à ce que j'ai entendu. On parle plutôt d'une plateforme qui assemble toute une série d'outils qu'on avait partiellement développés. Et donc, vous pourriez me dire, OK, donc il s'agit encore d'un système Digital Asset Management, l'objectif étant de tirer le parti de son infrastructure, des équipements embarqués, du rolling stock. Certes, la question c'est qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Parce que moi, quand j'ai commencé dans ce secteur il y a déjà une vingtaine d'années, on parlait déjà de maintenance prédictive, on parlait déjà d'asset management. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que concrètement l'IA ou alors la data analytics ou tout type de nouvelles technologies peut apporter à un besoin qui était connu déjà, je répète, depuis de nombreuses années. Et je pense que la vraie différence par rapport aux outils dont on disposait avant, pour cette plateforme-là, on s'est associé avec NVIDIA. Je pense que tout le monde connaît NVIDIA, notamment avec une de leurs technologies, pas limitée à ça, mais une de leurs technologies de edge computing, qui nous permet finalement de répondre à la philosophie de l'edge computing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est assez pertinent aujourd'hui. J'ai entendu le mot données. En fait, aujourd'hui, on récolte des milliers, des millions de données en temps réel et on en veut toujours plus pour mieux monitorer. C'est un peu la philosophie finalement de Digital Asset Management aujourd'hui. On digitalise tout parce qu'on collecte des millions de données. Très bien. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Alors, je sais que tout le monde se pose toujours la même question, mais l'edge computing y répond partiellement. Donc, il faut des cas concrets. Je vous en donne juste un. Vous connaissez l'outil PanCam. Donc, en gros, c'est une caméra qui filme un pantographe sur un train pour détecter les défauts, les erreurs, les risques de casse, quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup de données. C'est du temps réel. Sauf que jusque-là, on était obligé de télécharger des millions de données. L'edge computing va permettre de traiter, grâce à NVIDIA, va permettre de traiter sur le train, dans un calculateur local, cette masse de données et ne renvoyer, lorsque nécessaire, que les informations pertinentes. Et là, on revient au temps réel. On n'a plus besoin le soir d'aller sortir son laptop pour télécharger toutes les données. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple d'une bonne utilisation, quelque part, de l'IA et des capacités d'aujourd'hui. Il faut qu'à la fin, au-delà de l'effet de mode, qui est certain, il faut que ça serve un propos. Il faut que ça donne des résultats. Et ça, je trouve que c'en est un qui parle à tout le monde. Et juste pour finir, on a parlé de cybersécurité tout à l'heure. Évidemment, cette solution HMAX, on va en reparler plus tard, est conforme avec tous les standards de cybersécu, l'ISO 27000, l'IEC 62493, etc. etc. Donc, voilà, je répète, l'IA a apporté vraiment quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'on avait jusque-là. Alors on reste sur l'innovation avec ces fonctions d'intelligence pour la supervision et la gestion des modes dégradés. Albin Roudot, quelle est votre approche et va-t-on vraiment vers une digitalisation des sous-systèmes avec des algorithmes qui vont être toujours plus complexes et peut-être aussi davantage encore de centralisation qu'actuellement? Alors clairement, on bénéficie du monde informatique de l'Internet, la numérisation des systèmes, la capacité de calcul qui augmente. Et aujourd'hui, on accompagne un client, donc la SNCF, dans le cadre du projet ATS+, donc de supervision des RER E, B et D, sur la conception d'algorithmes très complexes de régulation de trafic, qui sont assez intéressants, ces algorithmes, parce qu'ils changent de principe de régulation. L'idée est de calculer une qualité d'offre de service en temps réel, et d'identifier une prédiction de l'évolution de la qualité d'offre de service s'il n'y avait pas d'action de l'exploitant. Et ça permet à cet algorithme d'identifier quels sont les meilleurs scénarios d'exploitation à envisager pour adapter l'exploitation et optimiser l'offre de service. Donc ce sont des algorithmes qui sont en cours de définition, qui sont assez intéressants. Et ça permettra aussi d'intégrer dans ces algorithmes des stratégies de régulation, des stratégies d'injection-retrait, des stratégies de remisage, mais aussi des contraintes de maintenance. Par exemple, l'utilisation des rames, le parcours, le kilométrage des rames, ce qui permettra de lisser également les opérations de maintenance. Donc c'est des choses qui sont en cours de développement, pour lesquelles on accompagne la SNCF, et qui permettront très certainement des bénéfices pour le métro automatique de demain. Voilà.
Alors, qui dit métro automatique dit bien sûr métro sans conducteur. Pourtant, Louis Villiers, RATP Dev veut développer la présence humaine à bord des rames et dans les stations. Et paradoxalement, grâce à des innovations qui quelquefois la suppriment afin de pouvoir récupérer effectivement des agents. Hein, on pense à l'avatar virtuel là, sur le réseau Bibus de Brest, la visite automatisée des trains au terminus pour la ligne 1 à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait cette démarche que vous entreprenez? Alors moi je vais enfoncer un peu une porte ouverte, hein. On parle beaucoup de digitalisation, de data, d'IA. C'est effectivement hyper important de développer dans ce sens-là, mais il y a quand même un élément hyper important dans le fonctionnement d'une ligne de métro, c'est l'humain. Voilà, ça fonctionne quand même d'abord grâce à l'humain. Sur une ligne de métro automatique encore plus, c'est l'humain en gare qui accueille les voyageurs, qui les renseigne, qui les rassure aussi, qui les accompagne, qui les aide à se diriger aussi quand il y a des situations d'incident. Et ça, le rôle de l'humain, on l'a particulièrement démontré cet été dans la gestion du réseau pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc effectivement, si cet événement a été aussi réussi d'un point de vue transport en commun, c'est aussi parce qu'il y avait énormément de monde, quelques chiffres. Hein. C'est 19 000 personnes qui étaient mobilisées chaque jour sur le réseau. Et un autre élément important, c'est qu'on a aussi développé une solution de mobilisation interne qu'on a appelée Helper. C'est 2700 personnes qui habituellement sont pas des personnes qui sont sur le terrain en exploitation, mais qui, sur acte de volontariat, se sont portés volontaires, on les a formés et ils sont venus aider les équipes sur le terrain. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à faire de la réussite de ce magnifique moment que tout le monde évidemment a suivi, j'imagine. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours au quotidien avoir une organisation humaine aussi bien dimensionnée. Dans la vraie vie, il faut aussi savoir fonctionner, je dirais, dans une ambiance de frugalité. Et donc, il faut parfois trouver des solutions pour contourner et pour permettre en tout cas à l'humain d'être déployé vraiment sur les fonctions essentielles. Donc, on a développé notamment, je parlerai de 2 solutions ici. La première, c'est Detect IA. Alors, c'est quoi ? Sur une ligne automatique, il y a une opération qu'on fait 2 fois par jour, c'est le garage des trains. Après l'heure de pointe, on arrive en terminus et puis le train, on le ramène dans les galeries. Et cette opération, c'est nécessaire de vérifier qu'on n'emmène personne, évidemment, parce que sinon, c'est compliqué. Et ça, aujourd'hui, c'était fait par des humains. Hein, et sur la 14, depuis peu, on réutilise les caméras. Il y a une intelligence artificielle derrière et qui, finalement, va signaler à l'opérateur, au PCC, à partir du moment où il y a quelqu'un qui reste à l'intérieur, et ça permet de limiter en fait la présence de l'humain sur cette tâche et de pouvoir redéployer l'humain sur des tâches beaucoup plus essentielles. Et c'est quelque chose qui fonctionne à 99%. Donc voilà, ça c'est un exemple de plus réussi. Et puis effectivement, anecdotique, mais qui néanmoins fonctionne aussi, on développe à Brest, hein, vous le disiez, en me passant la parole, un avatar humain. Donc c'est un grand écran taille humaine avec une intelligence artificielle derrière, apparence humaine, et qui est formé, entraîné à répondre à la majorité des questions que se posent les touristes. C'est quelque chose qui est effectivement particulièrement judicieux dans les endroits où les gens se posent un peu tous les mêmes questions, c'est dans les gares, dans les aéroports. Voilà, donc quelque chose qu'on teste et qui marche très bien et qui finalement, encore une fois, permet de soulager et encore de redéployer l'humain, parce que l'humain reste indispensable malgré tout. Et que vous pourriez développer éventuellement sur d'autres réseaux, y compris le réseau parisien. Sans problème. Christophe Sanguina, vous évoquiez très rapidement l'insertion automatique d'un train de réserve en cas de retard d'un train, par exemple, hein, ou encore la rentrée automatique des rames dans les ateliers de maintenance. Est-ce que vous avez déjà des exemples sur vos réseaux ? Oui, on a poussé et on pousse en tant qu'opérateur ces innovations sur un certain nombre de réseaux. C'est vraiment clé et comme on a la chance d'exploiter un réseau automatique sans conducteur, le premier dans le monde à Lille depuis 1983. C'est vrai qu'on a constaté, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer depuis pas mal d'années, un besoin
via cette technologie, un besoin d'être assuré dans les réseaux de transport et au niveau des métros. Et je pense que tout cet apport technologique est en fait une formidable opportunité pour rendre des systèmes de métro automatiques beaucoup plus accessibles et moins anxiogènes, parce que c'est un des défauts aussi du métro, c'est un peu l'aspect anxiogène que ça peut avoir en tunnel, en souterrain, pour profiter de cette opportunité-là. Remettre en effet beaucoup plus de monde en présence dans les stations, c'est quelque chose qu'on a mis en place à Lille depuis le début, assez rapidement. On a vu que les métros automatiques c'était super, la techno c'est son job, et que derrière les gens avaient besoin de bien s'orienter et de bien comprendre où ils devaient aller. On a des exemples assez marquants. À Lyon, dès qu'il y avait une situation de crise ou un problème sur le réseau, quel qu'il soit, l'ensemble des cadres de chez Keolis se retrouvaient sur le réseau, étaient envoyés pour faire de l'information voyageur, au contact avec les personnes sur le terrain. C'était vraiment un message très fort auprès des usagers. Et c'est toutes ces choses qui nous ont fait prendre conscience de l'importance de ce relationnel sur nos réseaux, sur des réseaux où vous avez des train agents comme à Londres, où l'opérateur en fait se contentait de juste ouvrir, fermer les portes à l'arrivée en station. On lui a donné un rôle très important d'accueil, d'annonce voyageurs, d'information auprès des voyageurs, qui est vraiment très apprécié. Et je dirais qu'il ne faut pas opposer les deux, et que la technologie elle est vraiment utile là où on peut s'en servir, et qu'au contraire ça libère des énergies et des forces pour rendre le métro beaucoup plus accessible pour l'ensemble des usagers. Alors vous parliez de Lille juste à l'instant, il n'y a évidemment pas que des infrastructures neuves. Patrick Violet, comment intégrer sur des réseaux existants les nouvelles technologies? Alors ça, en effet, c'est un vrai enjeu. On en a déjà parlé un petit peu. Ça va être le marché de demain. Il y aura toujours des lignes neuves, mais il y aura aussi beaucoup de lignes à renouveler, beaucoup de lignes des années 70, 80, même 90. On parlait de la ligne 14 ou de la ligne D à Lyon. C'est un projet complètement différent. Tout à l'heure, j'expliquais un petit peu le travail qu'on mène pour le Grand Paris Express. Sur une existante, la difficulté, déjà, ça va être de connaître les installations. Il y a une phase de diagnostic importante et ça va nous permettre de savoir, donc on parlait du 2.0, en fait, qu'est-ce qui va être compatible avec les nouvelles technologies, avec le 2.0. C'est aujourd'hui, je veux mettre en place des systèmes qui sont à la pointe de la technologie. Par contre, comment ça va pouvoir se déployer et s'interfacer avec des systèmes qui existent, et finalement de devoir derrière prendre une décision. Est-ce que, tant pis, je vais peut-être baisser un petit peu mes exigences, ou alors non, finalement je vais devoir renouveler plus que je pensais à l'origine, parce que finalement je veux atteindre ce niveau-là, et donc je vais être obligé de remplacer des systèmes qui pourraient avoir des durées de vie très longues, mais qui ne seront pas en capacité d'amener globalement sur le système de transport ce que je veux atteindre. Et donc la cible globale doit être bien définie et peut-être doit être réévaluée. Donc ça, c'est des études qu'on mène, des études multicritères. On prend en compte en effet donc l'existant, la technique, on prend en compte le planning, ça va me prendre combien de temps, et puis quel risque technique je prends derrière. Derrière, c'est aussi le risque qu'on prend de dire je vais m'interfacer aussi avec des équipements qui sont d'ancienne génération, qui n'ont pas été construits, développés dans les règles de cybersécurité actuelles, et qui finalement sont des points faibles. Et donc, est-ce que je vais les garder ou pas, ou comment je peux les upgrader. Donc tout ça, ce sont des sujets importants sur lesquels on se penche à chaque fois qu'on fait des projets de renouvellement. Pour mémoire, on est vous parliez de Lille. Lille, c'est un réseau qui a été renouvelé, donc qui depuis ce week-end, en effet, est exploité avec un nouveau système. Donc ça, c'est quand même une belle prouesse. Ça a mis un certain temps, mais c'est une belle réussite. Je
pense qu'il y a eu des difficultés pour plein de raisons, mais c'est quand même une belle avancée globalement technologique pour la profession. Nous sommes on parlait de Lyon tout à l'heure, donc le renouvellement de Lyon, sur Lausanne, qui a un projet également de renouvellement. Voilà, donc de beaux projets sur lesquels nous déployons une méthodologie d'analyse de l'existant, d'analyse de la cible, et comment je migre du point A au point B. Est-ce que j'ai des étapes intermédiaires? Est-ce que je vais faire des pauses à un moment? Dans quelle configuration technique? Mais en final, le plus important, quelle configuration pour l'exploitant? Est-ce que, donc, on parlait tout à l'heure de l'implication, en introduction, au tout début, de l'implication de l'exploitant dans les projets. Ben, c'est ça, c'est OK, aujourd'hui, techniquement, on pense qu'il faut aller là. Est-ce qu'on est bien d'accord sur on va exploiter comme ça, tu auras ce qu'il te faut, tu sauras maintenir la qualité, ou alors on va accepter d'être peut-être un peu moins bon parce que je vais gagner 2 ans sur le planning. C'est un arbitrage. On ne peut pas se dire les décisions, elle est prise obligatoirement, je dois tout maintenir. Non, on peut décider. On est par exemple sur le projet de Mexico comme exemple. Le projet de Mexico, ça a été très simple. Ligne 1, on coupe la ligne, alors j'étais pas dessus, mais je ne sais plus, je crois que c'est 3 tronçons, et on arrête un tiers de la ligne, on la renouvelle. C'est un choix politique. Ça dépend de la ville, ça dépend du maillage du réseau, mais ce sont aussi des choix qu'on peut être amené à prendre. Parce qu'on va beaucoup plus vite. Et ça coûte moins cher. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant la réduction de l'empreinte en voie et dans les tunnels, autrement dit le hardwareless et le passage dans le cloud. Jean-Christophe Le Breton, chez Siemens, quelle réflexion avez-vous sur ces sujets? Oui, donc pour faire moins cher, il faut moins d'humains, moins de matériel, il faut moins de tout. Donc, oui, donc il y a quand même quelques réflexions autour de la réduction de l'empreinte matérielle des systèmes, que ce soit dans les locaux techniques ou en voie. On peut penser par exemple, donc la plupart des systèmes utilisent des balises de localisation qui sont installées le long des voies. Il y en a bien sûr à la RATP via le système DigiSafe de Siemens. Et donc pour se débarrasser des balises, on envisage l'utilisation d'autres technologies à base de centrales inertielles, de détection magnétique, de mapping aussi avec du LIDAR. Donc voilà, des solutions plutôt train-centriques sur la localisation qui permettraient de réduire les besoins en matériel en voie, en particulier pour les balises. Pour les systèmes de communication, par exemple, puisque aujourd'hui les CBTC utilisent des systèmes de communication propriétaires, donc en particulier la radio, on envisage, et d'ailleurs ce sont des programmes qui sont lancés avec le MTA à New York, donc, et avec Siemens, l'utilisation de 5G, alors 2 types de réseaux 5G, la 5G privée et la 5G publique, réduire l'empreinte matérielle en voie et donc réduire aussi les délais de déploiement des systèmes pourrait passer par l'utilisation des réseaux 5G publics, donc qui sont déjà déployés par les opérateurs. Bien sûr, avec cela viennent des difficultés autour de la cybersécurité et de la qualité de service. Les opérateurs sont payés à la donnée, donc il vaut mieux faire passer YouTube que des données CBTC, c'est sûr. Mais voilà, en discutant avec ces opérateurs-là, en ayant une approche contractuelle un petit peu différente, on peut tout à fait envisager d'utiliser ces canaux de communication existants, prédéployés pour du CBTC. Et c'est d'ailleurs ce qui est envisagé pour le RTMS sur le grande ligne. Vous en avez parlé tout à l'heure, la réduction de l'empreinte physique, c'est aussi la réduction des diminutions des interfaces physiques, et donc la logique de manœuvre intégrée qui est intégrée développée dans le CBTC de Siemens, permet de réduire les interfaces avec la signalisation. On va faire de l'enclenchement et de la logique d'enclenchement à bord des trains, ou en tout cas dans le système CBTC, plutôt que la déporter vers un système de signalisation classique, que ce soit de la signalisation à relais, comme on peut en avoir sur la plupart des lignes parisiennes, ligne 1, ligne 4, ligne 14, ou de la signalisation numérique déportée, comme on peut en avoir sur ligne 1 ou sur d'autres projets.
Voilà quelques exemples. Il y a un dernier exemple pour la partie hardwareless, puisque la plupart de nos systèmes utilisent des plateformes propriétaires, donc avec une démonstration de sécurité associée dans lesquelles tournent nos applicatifs SIL 4. Aujourd'hui, on a une approche Train to Cloud, qu'on peut appeler comme ça, avec une plateforme basée sur des composants COTS, donc des composants standards, dans lesquels on peut faire tourner des applicatifs en sécurité, SIL 4. Donc Siemens a une plateforme qui s'appelle DS3, qui est conçue, développée avec des propriétés de sécurité qui permettent de faire tourner des applicatifs SIL 4 sur des plateformes non propriétaires, ce qui simplifie le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité et qui permet de déployer des systèmes d'automatisation, des systèmes de signalisation dans le cloud et en réduisant l'empreinte physique dans les locaux techniques, par exemple. Oui, on le disait tout à l'heure, donc sur les lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express, il n'y a déjà plus de circuit de voie. Patrick Violet, comment est-ce qu'on pourrait encore réduire, en quelques mots, comment réduire encore les équipements au sol? Est-ce que par exemple on peut se passer des balises de relocalisation? Oui, alors je vais poursuivre ce que disait mon confrère de chez Siemens. Aujourd'hui, on voit que depuis 30, 40, 50 ans, on a beaucoup évolué. Certains ont connu les télécommandes depuis, on se levait de sa chaise, on allait tourner un petit bouton, on poussait. Voilà, c'était une autre technologie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On avait un tapis à la voix pour le PA135 qui a permis ensuite de transmettre non plus des données analogiques, mais des données numériques sur la ligne des deux Lyon. Donc tout ça, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, en effet, Albin parlait du fait qu'il n'y ait pas de circuit de voie sur les lignes 15, 16, 17. C'est vrai aussi sur la 18 dont nous nous occupons. Donc tout ça, c'est un processus qui avance. C'est un objectif qui est important. Et donc aujourd'hui, c'est comment demain, les réflexions en cours chez nous, c'est plutôt comment demain, on peut en effet poursuivre cette dématérialisation, comment on peut en effet avoir un train qui se localise, peut-être sans balise, ou très très peu, encore moins. Aujourd'hui, on a des technologies de localisation, le GPS. Aujourd'hui, on sait retransférer un positionnement GPS à l'intérieur d'un tunnel. Il y a des sociétés qui ont développé cette technologie, sachant qu'à la limite, on n'a pas besoin du GPS, on peut donner une localisation qui ne serait liée qu'au tunnel. On sait, sur des technologies qui sont très robustes, très matures, se localiser. Le problème de sécurité viendra derrière. C'est pas simple comme ça. Et là, nous, en ingénieristes, on laissera nos amis industriels arriver à mettre ça au point. Mais en tout cas, nous, on pousse de plus en plus à poursuivre cette dématérialisation. La radio, c'est un sujet. Il y avait des freins jusqu'à maintenant. J'entends, je suis heureux de l'entendre, qu'on commence à se dire peut-être qu'on va l'intégrer dans le réseau radio classique. Pendant longtemps, ça a été un point de blocage, parce qu'en effet, il y a un sujet de maîtrise, c'est pas si simple que ça, mais aujourd'hui, on installe, nous, sur le Grand Paris Express, un réseau Wi-Fi, on développe un réseau 5G, on a un réseau radio pour l'exploitation, on sait lui libérer un petit bout de bande passante, en effet, pour des données qui serviront demain pour le CBTC. Donc tout ça sont des développements importants qui vont permettre demain d'avoir quelque chose d'encore plus facile à maintenir. Et plus on limite le nombre d'équipements, plus on est robuste et plus on a une disponibilité importante du système de transport. Pour finir, derrière, il y a aussi tout ce qui est impact performance. On a généré du numérique. Ce numérique, finalement, on a perdu en performance par certains aspects. On a gagné des choses, on a perdu. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à regagner ce qu'on a perdu. L'intervalle à Lille, il est un petit peu moins bon, l'intervalle théorique-technique, un petit peu moins bon que ce qu'on avait avec l'ancien système analogique. Donc il faut qu'on travaille comment je peux, le plus important c'est les retournements en terminus, comment je peux être plus efficace. Le fait de rassembler la partie enclenchement dans la partie CBTC pure, c'est un gain. J'ai un seul équipement au lieu de deux, j'ai plus d'échanges, je gagne quelques centaines de millisecondes. C'est important.
Louis Villiers, chez RATP Dev, vous insistez sur la notion de métro inclusif, le métro pour tous, y compris pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement la langue ou qui sont en situation de handicap. Et vous avez une réelle expertise en ce domaine. Vous avez en particulier développé des formations spécifiques. Vous avez développé des outils également. Est-ce que vous pourriez nous évoquer un peu ces aspects sur lesquels vous avez travaillé? Alors, d'abord, c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un sujet, je pense qu'on aura toujours des progrès à faire. Mais effectivement, je pense que ça doit être un combat de l'exploitant de tous les jours, de faire en sorte que le métro, ce soit un métro pour tous. Inclusivité, c'est au sens, parce que l'inclusivité, ça peut avoir beaucoup de sens. Mais là, en l'occurrence, c'est adresser les besoins spécifiques de certains voyageurs. Je pense que c'est indispensable de travailler dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de champs d'action à développer. La première inclusivité, d'abord, on parle ici, alors on est plutôt une table tournée vers l'innovation, et donc effectivement, il y a plein de choses qui se développent. Aujourd'hui, on a tous un objet dans notre poche, un smartphone. Je pense que vous êtes sans doute quasiment 99% à en avoir. Mais en fait, quand on regarde nos voyageurs, tout le monde n'est pas connecté. Et être inclusif, c'est aussi savoir s'adresser à ceux qui ne le sont pas, parce que c'est aussi nos voyageurs. Il faut que ce métro il soit aussi fait pour eux, et ils se sentent accueillis. Voilà. Donc les solutions pour acheter les billets sur smartphone, etc., c'est bien. Mais il faut aussi, et je reviens sur un credo que je présente à chaque fois que je présente un sujet, c'est le rôle de l'humain, en fait. Il n'y a pas 50 000 manières, en fait, effectivement, d'adresser ce sujet-là, d'avoir des humains dans les stations, dans les gares, pour pouvoir renseigner, pour pouvoir accompagner. C'est, je pense, indispensable. En tout cas, c'est quelque chose qu'on défend. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'effectivement, dans nos voyageurs, il y a aussi des gens qui portent des handicaps moteurs, les personnes à mobilité réduite, et que c'est important d'avoir une réponse aussi adaptée à ces voyageurs. Et donc, on a fait le choix sur le réseau parisien, c'est que tous nos agents sont formés pour accueillir toutes sortes de handicaps. Voilà, ça se fait à travers un label, le label S3A, ça se fait à travers des certifications, Capandéo, et toutes les lignes sont certifiées, sont labellisées. Et je pense qu'on est fiers de ça, et c'est en tout cas un pas qu'on fait sur ce sujet. Et puis, quand on parle aussi besoins spécifiques, c'est aussi tout simplement des étrangers. On a, sur le réseau parisien, mais pas que, dans les réseaux qu'on exploite, on accueille aussi des touristes qui ne parlent pas forcément la langue du pays et pas l'anglais qui est en commun. Et donc, on a développé des solutions sur tablette, donc embarquées par nos agents qui sont sur le terrain. Alors à Paris, cette solution s'appelle Tradivia, mais on a des solutions équivalentes sur les réseaux qu'on exploite à l'étranger qui permettent de faire ce qu'on appelle du speech to text, c'est-à-dire que je parle dans ma langue et ça traduit par écrit en automatique sur la tablette. Et la personne avec qui on discute peut de la même manière parler. Et ça, finalement, ça paraît un peu abscon, mais on arrive à communiquer avec des gens avec qui on ne parle pas du tout, on n'a pas du tout de langue en commun, et c'est une manière assez efficace de converser dans ces solutions-là. Voilà, donc ces quelques solutions, j'en présente pas forcément d'autres, parce qu'il faut laisser aussi la parole aux autres, mais je dirais ce qui est aussi intéressant, ce qu'on remarque, peut-être une dernière chose sur l'inclusion, c'est que on se rend compte que finalement, quand on travaille sur les voyageurs qui ont des besoins spécifiques, en fait, on travaille pour tout le monde. Parce que quand on demande à nos agents de travailler une empathie particulière, en fait, ça profite à tout le monde. Et quand on travaille sur comment est-ce qu'on transporte mieux les gens qui sont en fauteuil, on adresse aussi les gens qui promènent les parents avec des poussettes ou qui sont avec des bagages, etc. Donc, en fait, c'est de toute façon un bon combat pour l'exploitant d'aller dans ce sens-là. Et dans le même ordre d'idées, sur la ligne 15 que donc vous vous apprêtez à exploiter, vous avez doté vos mainteneurs d'un uniforme spécifique, de manière à ce qu'ils soient identifiables facilement par les voyageurs. Et vous les avez également formés au contact avec la clientèle pour qu'il y ait une interaction possible. Vous pouvez nous en dire également un mot éventuellement ? Alors, effectivement, donc sur la ligne 15, sur la ligne 15, oui. Ouais, sur la ligne 15,
Je dirais, il y a deux sujets sur lesquels l'autorité qui nous a fait l'honneur de nous remettre l'exploitation de la ligne 15 IDFM nous a demandé de travailler. Nous a demandé de travailler effectivement sur la qualité de service. Ils sont très exigeants, mais je dirais c'est normal pour une autorité d'être exigeant avec son opérateur de transport sur ce sujet, tout en étant dans un contexte de contraintes et de performance économique, et c'est normal aussi. Et donc, pour adresser ces sujets, je dirais, une des particularités sur lesquelles on a travaillé sur la ligne 15, c'est le modèle organisationnel, où, alors, c'est en cours, hein, on n'a pas encore mis en service, on met en service bientôt une gare, et puis la ligne, c'est prévu pour fin d'année prochaine. Donc aujourd'hui, c'est encore une organisation sur papier. Mais en tout cas, dans l'objectif, l'idée, c'est de travailler sur la polyvalence des agents qui vont constituer la société Ligne 15. Donc d'une part, effectivement, l'hôte des lieux, qui est finalement l'équivalent de l'agent de station sur le réseau parisien, on va aller encore plus loin dans les prérogatives qu'on lui donne. Donc il va évidemment avoir jusqu'à la conduite du train pour résoudre les incidents de transport, mais aussi finalement, comme il est présent dans chacune des gares, on va lui donner aussi un vernis, et même un peu plus que ça en termes de maintenance, pour pouvoir intervenir, faire le premier niveau de maintenance sur les équipements en gare. L'objectif étant de faire en sorte que dans la gare, tous les équipements fonctionnent toujours parfaitement, et donc qui de mieux est placé que celui qui est présent dans la gare. Donc ça, c'est sur la partie technique, réactivité sur les équipements. Et puis de l'autre côté, effectivement, pour maximiser la présence humaine, et je dirais avec le personnel qu'on a, au-delà de l'hôte des lieux qui finalement représente et incarne cette fonction, on a aussi nos mainteneurs qui circulent dans les gares, qui interviennent, qui font de la maintenance préventive, corrective. Et on va leur demander de prendre en compte aussi le voyageur. Finalement, ce sera aussi leur responsabilité de s'adresser aux voyageurs ou de répondre aux questions que les voyageurs pourront avoir. Et donc, ils auront évidemment un uniforme qui invite à ça pour que ce soit visible et fluide. Chez Hitachi Rail, François Détribois, vos deux axes de progrès, ce sont finalement le digital et le zéro carbone. Alors le digital, on en a déjà parlé. Le zéro carbone, comment pourriez-vous encore minorer la consommation d'énergie ? Oui, alors plus que des axes de progrès, en fait, c'est des axes stratégiques fondamentaux pour le groupe Hitachi, et pas uniquement Hitachi Rail. En fait, si vous allez sur n'importe quel site du site web du groupe Hitachi, vous verrez toujours digital, innovation, et sustainability. Et c'est clairement les deux piliers qu'on va retrouver dans tous les business du groupe Hitachi. Donc le digital, effectivement, un des exemples parmi d'autres, c'était HMAX, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous avez vu qu'il y a pas mal d'actualités, notamment sur le matériel roulant, parce que si on parle de sustainability, donc d'impacts environnementaux, souvent on va penser au matériel roulant. C'est peut-être le plus évident, j'ai envie de dire. Donc là, je vais sortir très brièvement du sujet purement métro, CBTC. Mais il y a 2 semaines, vous avez peut-être vu que sur TransPennine Express en Angleterre, avec notre client, on a installé une batterie, pour faire simple, on a installé une grosse batterie et un onduleur à la place d'un moteur diesel sur des lignes non électrifiées. Et on pensait pouvoir gagner 30% de consommation de fuel. On a gagné entre 35 et 50. Mais c'est vrai que là, c'est très évident sur le matériel roulant. Il y a aussi des stations de recharge rapide pour des bus électriques, comme à RTC au Québec, en Europe, enfin bref. Maintenant, si j'en viens et tout ça, pourquoi, effectivement, vous l'avez dit, c'est la neutralité carbone en 2030 et le net zéro en 2050. Beaucoup plus ambitieux, mais ça, vous le savez déjà. Maintenant, quid des systèmes et de la signalisation ? Parce qu'on pourrait se dire, je l'ai entendu, j'arrive pas à me rappeler qui, on pourrait se dire, oh, le CBTC, maintenant, c'est une commodité. Alors, en fait, non, pas encore. Il est vrai que l'année dernière, sur cette table ronde, on a commencé à discuter de telle ou telle fonction. Oui, mais alors, Alstom fait ci, Hitachi fait ça. Bref, au final, il est vrai qu'on a des fonctionnalités assez similaires. Mais ça ne veut pas tout dire. Il y a encore un aspect hardware, d'architecture, de base installée. Bref, il y a encore beaucoup de créativité à voir. Et si maintenant j'en viens à la consommation d'énergie, on est quand même en 2024, on est tous conscients du prix que ça a et de l'impact que ça a. Par exemple, je vais prendre un exemple plus tard, mais chez un opérateur, c'est environ 50% de l'énergie qui est consommée vient de l'énergie de traction. Okay ? Donc maintenant, au niveau CBTC, chez Hitachi, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous ? Alors déjà, vous avez dû remarquer que grâce à GTS, maintenant, on a 2
centres mondiaux de R&D CBTC, donc un aux Ulysses que je dirige et un à Toronto. Et nos équipes R&D travaillent ensemble. Il y aura sûrement d'autres actualités. Mais dès aujourd'hui, avec la même philosophie qu'on connaît déjà, mais qu'on perfectionne avec plus de data analytics, plus d'IA, des algorithmes plus perfectionnés, en travaillant sur le costing, la roulée sur l'air, en écrétant les pics d'énergie, en abaissant très légèrement la vitesse, en profitant des pentes. Ça a été mentionné plusieurs fois, en faisant démarrer des trains au moment où d'autres régénèrent de l'énergie. En combinant tout ça de manière beaucoup plus pointue, on arrive à des résultats probants. Et je vais prendre cet exemple-là, SMRT, North, South, East, West Line. Donc c'est un réseau, je crois que c'est une centaine de kilomètres, 150 stations, à quelque chose près. Et on a installé notre signalisation en 2017-2018. Donc déjà avec cette version, on appelait ça Green CBTC, GTS. Et vous avez dû voir des articles cette semaine, on a atteint 8% d'économie d'énergie supplémentaire sur le réseau pour ces deux lignes-là. 8% d'économie. Et on vise 15% dans les 2 ans qui viennent. Alors, vous allez me dire, 8%, ça fait quoi ? Ça fait 15 millions de kilowattheures. Et pour le rendre plus concret, c'est environ la consommation de 3000 foyers. Donc ça, c'est concret. Et tout ça pour dire, le CBTC n'est pas une commodité. Il y a encore beaucoup à faire. Avec plus d'intelligence, mais on arrive avec des résultats qu'on sait démontrer. Alors malheureusement, le temps tourne très vite. Juste un tout dernier mot là, concernant les migrations. Christophe Sanguina, votre actualité par rapport à ça, c'est Lille, évidemment. Et c'est le passage du GEO-A4 analogique au GEO-A4 CBTC. Pouvez-vous nous dire un mot de Lille et puis également de ces problématiques de migration, et en particulier celle de GEO-A2 à GEO-A4 ? Oui, tout à fait. Toutes ces évolutions sont importantes. Vous en avez parlé. Ce qui est peut-être important de rappeler, on commence à avoir un certain nombre de projets qui sont aboutis sur ces migrations. Ça reste néanmoins des projets complexes. Je pense que c'est en effet extrêmement important de bien fixer les objectifs, parce qu'on peut aller dans tout un tas de directions. Et privilégier le fait de ne pas arrêter une ligne et de travailler sur des nuits longues régulièrement, comme on l'a fait à Lyon, c'est une stratégie. Il y a d'autres stratégies possibles. Je pense qu'il faut en effet bien garder en tête que l'objectif, ça reste les voyageurs. Donc important pour les ingénieries et les constructeurs, j'en profite, de bien écouter les opérateurs, parce qu'ils sont quand même au contact et c'est eux qui ont probablement le plus de retour sur les attentes des usagers, des voyageurs. Comme le disait Louis Villiers tout à l'heure d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc on défend un peu la paroisse des opérateurs, c'est vrai qu'on est là pour ça, mais c'est vraiment important et je pense qu'il y a plusieurs objectifs dans ces migrations qu'on a, nous, réalisés récemment, notamment à Dubaï, mais il va y avoir tout ce sujet orienté sur les voyageurs. Il va y avoir probablement beaucoup de questions à se reposer sur la résilience climatique des nouveaux systèmes qu'on va mettre en place. On commence à le voir ici et là, et c'est vraiment important. Et là-dessus aussi, connaissant bien les systèmes et connaissant bien dans le temps l'évolution des systèmes qu'on a à exploiter et maintenir, on peut être de bons conseils, je dirais, pour ces choses-là. Et puis on vient de l'aborder aussi, la sobriété énergétique, qui va être cruciale pour les années à venir. Donc dans tous ces projets-là de migration, ou projets neufs, PPP, vraiment important de mettre autour de la table tous les acteurs du transport. Bien, alors maintenant le temps est venu de donner la parole à l'auditoire. Qui aurait une question à poser à nos intervenants ? Oui, monsieur, là-bas ? Si vous pouvez vous présenter juste avant de poser la question, ce serait parfait. Bonsoir, Nicolas Tarbès, la société Waptec. Donc la question vient du passionné qui se soucie du futur et pas du professionnel qui place un produit. Je préfère mettre un disclaimer. Christophe Sanguina l'a évoqué, c'est une bonne transition. On a un monde qui est assez fluctuant. L'exemple de l'inondation à Dubaï est un bon exemple. Donc on a dit plus de performance, mais aussi, est-ce qu'on peut dire que le métro automatique est plus robuste, a plus de robustesse face à ces aléas que le métro traditionnel avec un conducteur ou pas ? Parce que parfois la performance défie la robustesse. Est-ce que dans l'occurrence, on peut dire que c'est le contraire ? Qui souhaite répondre ? Christophe Sanguina ?
Moi, j'ai une réponse rapide. Oui, clairement, la disponibilité des métros automatiques sans conducteur est largement plus performante aujourd'hui sur les métros traditionnels, grâce à la technologie, la fiabilité, les redondances qu'il peut y avoir. Voilà. Donc après, j'apporte le bémol que j'ai apporté tout à l'heure. La technologie, c'est super pour ça, donc il faut en profiter. Il faut quand même garder en tête que derrière, il y a des passagers et qu'il faut aussi profiter de cette opportunité de l'automatisation pour se refocaliser sur les usagers et les passagers. Louis Villiers, vous voulez ajouter un mot peut-être ou... En fait, les lignes automatiques, elles trustent les premières places des performances, enfin des lignes les plus performantes de Paris depuis des années. La ligne Météor, depuis 98, est quasiment à la première ou deuxième place. La ligne 1 aussi, bientôt la 4. Voilà, les nouvelles. Donc, bien plus performante. Par contre, le gros problème, c'est la résolution d'incidents. Et quand il y a un incident, il y a souvent, avec les systèmes d'automatisme, un effet boule de neige. Et il y a eu quelques incidents un peu historiques sur des lignes en GOA4 qui ont été compliqués à résoudre, qui ont donné lieu à des évacuations. Donc il y a un gros travail, évidemment avec les exploitants, évidemment avec de nouveaux outils, on parlait d'IA tout à l'heure, pour l'aide à la résolution de ces incidents complexes et donc limiter l'effet boule de neige qu'il peut y avoir sur ce type de système. Je ne vais pas apporter énormément de choses supplémentaires, mais effectivement, quand on suit les réseaux sociaux et ce que je faisais quand je travaillais sur le réseau parisien, effectivement, les lignes automatiques sont préférées. Alors, elles le sont quand elles sont natives automatiques, mais elles le deviennent aussi quand elles deviennent automatiques, quand la conduite du changement est réalisée et que effectivement les résultats sont au rendez-vous. Alors effectivement, il y a ce sujet des résolutions des incidents. Les incidents sont moins nombreux, mais quand ils arrivent, ils sont plus importants. Et je pense qu'il y a effectivement il y a une crainte chez les voyageurs de ne pas avoir le conducteur pour les accompagner. Donc c'est aussi le rôle de l'exploitant d'avoir une organisation robuste, de pouvoir intervenir rapidement, et c'est aussi pour ça, je parlais tout à l'heure des modèles organisationnels, des fonctionnalités à mettre en place dès l'origine, c'est hyper important. Tout ça, ça s'anticipe dès le démarrage, et il y a toutes sortes de choses à mettre en place pour que justement, ça soit vraiment une préférence, y compris dans les incidents, mais il y a encore des progrès à faire sur ce sujet. Non, paradoxalement, un métro automatique, ça paraît plus simple, mais c'est beaucoup plus compliqué pour l'opérateur, justement pour la gestion des situations de crise, avec tout un tas de procédures qu'il faut bien réfléchir et bien penser en amont. Ouais. Alors, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est presque dommage. On ne pourrait pas être un peu en désaccord. Très bien. On en a un. Merci. Non, effectivement, tout ce que vous dites est vrai. Et même sur cette balance performance versus robustesse, je repensais à la fonction Automatic Rescue qui peut être offerte par nos systèmes. Un train automatique peut aller chercher un train automatique qui est en panne. Donc la performance va aider la robustesse. Donc là, c'est une réponse technologique. Après, j'étais exploitant dans ma jeunesse aussi, donc je ne peux qu'être d'accord avec l'importance de l'exploitant. Et juste, si je peux me permettre, Hitachi Rail, pour ceux qui l'ont oublié, est aussi exploitant. Donc c'est vrai que, notamment à Copenhague, c'est typiquement des questions qu'on se pose. Il y a une forme de boucle rétroalimentation, parce que quand tout va bien, effectivement, au PCC, on pourrait presque s'ennuyer. Là où ça devient amusant, c'est quand il y a une panne. Et là, il faut réagir très très vite. Donc c'est bien d'avoir une connaissance fine des systèmes, mais ça ne remplace pas la valeur ajoutée de l'exploitation qui vient avec l'expérience. Une autre question ? Monsieur ? Guy Laroffi, retraité RATP, auteur d'ouvrages édités par La Vie du Rail, dont certains sont même épuisés, donc si vous voulez les relancer, n'hésitez pas à les réclamer. Bon, je voulais parler à propos d'automatisme que j'ai pratiqué depuis plus de 50 ans, parce que je suis en retraite depuis 15 ans de la RATP. Bon, j'ai travaillé un peu pour RATP Développement et Sistra, et Grand Paris et compagnie depuis. C'est qu'on parle beaucoup de systèmes nouveaux, mais il faut savoir quand même qu'on remplace des systèmes qui ont une durée de vie de 50 ans. Et je me demande si les systèmes actuels vont tenir aussi longtemps, parce que le téléphone dont on parlait, qu'on a tous dans notre poche,
il est obsolète au bout de 5 ou 6 ans. La 5G, dont nous vantait les mérites par rapport aux transmissions classiques, je ne sais pas si le micro marche encore, ça marche encore. Ça va passer peut-être à la 6G ou à la 7G, parce qu'on a déjà vu 2G, 3G, 4G, etc. Donc j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de ça, s'il vous plaît. Qui souhaite répondre? Oui, Albin Rodeau. Je vais tenter cet exercice d'équilibriste. Je pense que c'est une très bonne question, parce qu'on n'a clairement pas le recul pour savoir... alors sur les systèmes informatiques, et justement comment ces systèmes vont être maintenables sur la durée, quelle est la durée d'obsolescence de ces équipements. À nouveau, la technologie évolue très très vite, très très rapidement. Donc on voit sur les systèmes type Magali ou sur l'île, il y a un retour d'expérience de 30-40 ans. Et on sent que justement il y a besoin de migrer ces systèmes parce qu'il y a une obsolescence et que ce niveau d'obsolescence reste à maîtriser sur l'avenir. Donc ça, c'est dans une démarche soutenable, il faut clairement qu'on se pose la question. Malgré tout, on voit de plus en plus une tendance à augmenter le niveau de service aux usagers. Et ces systèmes informatiques permettent d'augmenter ce niveau de service. Et donc peut-être que le prix à payer, c'est être en capacité d'adapter ces systèmes au regard des technologies qui évoluent de manière assez rapide. Donc dans le secteur ferroviaire, on reste sur un secteur d'évolution qui est sur le long terme, mais on bénéficie aujourd'hui de l'informatique Internet, et donc les prix sont moindres que ce qu'on imaginait il y a encore 10 ans, clairement. Une autre question? Non, je voulais peut-être compléter. Je pense que déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est à durée de vie longue et à durée de vie courte. Évidemment, il y a certains systèmes, on va vouloir peut-être les garer plus longtemps. Le raisonnement par l'absurde qu'on avait à un moment, c'est de se dire, je renouvelle un système et finalement, je démarre déjà son renouvellement. Donc si on se pose cette question-là, en effet, c'est qu'on a un problème. Mais il y a certains systèmes... ce sont en effet des systèmes qui sont en renouvellement plutôt rapide, mais qui peuvent être aussi rapides à renouveler. On peut en parler. Un petit complément aussi côté industriel. En fait, les systèmes qu'on déploie aujourd'hui, ils sont prévus pour durer 30 ans, hein, comme ceux d'il y a 30 ans. Hein. 50, oui, ok. Et en fait, ça dépend. Ce qui évolue très vite et ce qui devient très vite obsolète, c'est les moyens de communication. Que ce soit les moyens de communication sans fil, donc la radio, mais également les moyens de communication réseau classiques. Et donc là, il s'agit d'avoir une approche de conception des systèmes qui soit le plus agnostique possible de ces moyens de communication. Et donc de pouvoir, en effet, pouvoir les remplacer le plus vite possible, non pas par une approche globale du système, mais par une approche composant. Donc pouvoir changer le moyen de communication sans avoir à renouveler tout le système. Donc c'est plutôt cette approche-là qu'il faut avoir, parce que de toute façon, le cycle de vie de ce type de produit a tendance à diminuer. Une autre question, monsieur? Bonjour, Jean-François Réva, psychosociologue. Je vous remercie pour la qualité des débats. Et justement, je voulais dire, on a un exemple apparemment très intelligent. On est très fort en métro automatique en France. Et là, on a une coopération exemplaire entre des gens qui sont à la fois concurrents, clients, partenaires. Comment ça se passe du point de vue de la transparence et des secrets industriels qu'il faut protéger? Dans les coulisses, est-ce que vous entretuez à coup de... pour les appels d'offres, ou est-ce que l'image formidable qu'on a là correspond justement à cette intelligence à la française sur la coopération entre partenaires? François Détribois, oui. Rassurez-vous, hein, les affaires, c'est la guerre. Ça change pas. Après, il n'empêche que, et moi, je peux témoigner un petit peu du fait qu'on a accueilli des milliers de collègues de Thales GTS. Au début, certaines personnes avaient une petite préoccupation, mais comment ils sont? En fait, ils sont comme nous. Ils parlent le même langage, la même culture. Je faisais la petite blague tout à l'heure.
Tout le monde est passé par Alstom à un moment dans ce pays, vous voyez. Levez la main ceux qui ne sont pas passés par Alstom, c'est très rare. Il y en a quelques-uns quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça crée une culture. La France est un pays des champions à la fois de l'engineering, de la construction, de l'exploitation. Il y a beaucoup de transfuges, donc ça crée une culture. Mais attention, c'est pas pour ça qu'on va se révéler des secrets industriels au cocktail tout à l'heure. Hein. Ça, on peut dire non avec le sourire. Donc ça, c'est absolument... Enfin, pour moi, c'est extrêmement clair. Je suis sûr que tout le monde ici sera d'accord avec moi. Mais ça n'empêche pas d'être courtois. Voilà. Christophe Sanguina. Non, je ferai le parallèle avec le fantastique match de rugby de samedi soir. Le match peut être très intense face à la Nouvelle-Zélande ou face à des concurrents. Et une fois que le match est terminé et qu'on devient partenaire, pour le coup, quand on a à le faire, pour le coup, on travaille en bonne intelligence. Et c'est comme ça que ça marche bien. Je vais rappeler qu'il y a une chose qui existe aussi, c'est les brevets, et qui permettent de protéger les innovations, les inventions. Et à ce titre, Siemens, c'est, je crois, le 6e dépositaire de brevets au monde. Donc c'est aussi une manière de protéger, et tout en restant cordial, bien sûr. Une autre question ? Monsieur, on a encore la possibilité de prendre une question ? Oui, donc je suis conseiller en investissement financier et la question que je peux poser, avec le métro automatique, est-ce qu'on ne pourrait pas transporter des marchandises la nuit quand il n'y a pas de transport de personnes ? Qui veut répondre ? Je ne sais pas. Ce qui me vient en tête, c'est que ça a été fait sur du tramway. C'est probablement un peu plus facile sur du tramway puisqu'on est au niveau du sol. Probablement un petit peu plus complexe sur du métro, puisqu'on est soit sous, soit au-dessus du niveau du sol. Donc probablement un peu plus complexe en termes de logistique, mais ça peut être envisagé. Sur du tramway, en tout cas, ça s'est testé ici ou là. Voilà. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'on travaille beaucoup pour optimiser la nuit, pour optimiser les opérations de maintenance la nuit et anticiper un maximum, parce qu'aujourd'hui, on a 3 heures de maintenance uniquement disponibles pour remettre le système en marche, ou en tout cas le maintenir sur le long terme. Et on travaille beaucoup pour mettre en place des zones sécurisées, pour permettre l'acheminement des opérations de maintenance, des trains maintenance, plutôt qu'avoir des fonctions supplémentaires d'utiliser la nuit, parce que la nuit est très utile actuellement. Malgré tout, il y a quand même des applications qu'on voit sur d'autres pays d'utilisation de rames avec une partie voyageurs et puis une partie plutôt bagagerie ou fret. Donc comment optimiser justement l'utilisation de ces rames matériels roulants en y attachant une partie convoyage de bagages. Voilà. Nous, on avait mené des réflexions aussi sur un projet qui redémarre, c'est celui du métro de Monaco. Et donc, il y avait en effet une volonté de pouvoir utiliser cette infrastructure pour le fret à acheminer dans le cœur de ville de Monaco. Et là, c'est pas que la nuit, et c'est vrai que la nuit, on aime bien, pas exactement toutes les nuits, mais quand même assez régulièrement, utiliser l'infrastructure pour faire la maintenance, pour faire des réparations, de la maintenance préventive. Par contre, déjà, on a des heures creuses, après 9-10 heures du soir. En général, on n'a pas du tout la même fréquence qu'en journée. Et donc après, ça se conçoit aussi de se dire, voilà, j'ai des zones qui sont des zones d'arrivée, de sortie de fret, dans des zones spécifiques, qui ne sont pas utilisées par les voyageurs. Je sais charger des rames, je sais rapidement charger des rames, les sortir le fret et le remonter en surface. Mais ça, aujourd'hui, je vais dire globalement, enfin, on peut regarder, nos infrastructures ne sont pas prévues pour ça. Tout ça, ça se réfléchit. Moi, je pense, c'est un avis personnel, hein, mais je pense qu'il faut le réfléchir à l'origine du système de transport. Quand on parle du métro, tramway, comme il a été dit par Christophe, c'est quand même plus simple parce qu'on peut sortir facilement quelque chose d'un tramway. Bien, alors le temps imparti pour cette conférence est maintenant terminé. Il a passé très très vite. Avant de se quitter, je voudrais remercier nos intervenants d'aujourd'hui pour la qualité des échanges que l'on a
pu avoir. C'était réellement extrêmement intéressant. Je voudrais vous remercier également, chers amis du public, qui venaient de plus en plus nombreux. Remercier ceux qui nous auront regardés sur Internet. Et nous espérons vous retrouver, bien sûr, pour une nouvelle conférence de VRT prochainement. D'ici là, le plus important, surtout, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.